si vous et vos meilleurs potes étiez coincés à l'intérieur d'un grand immeuble qui était soudainement envahi par une nuée d'envahisseurs extraterrestres mortels, que feriez-vous? Cet adolescent Moses et ses potes pensent que le quartier leur appartient. Mais ces primates intergalactiques sont sur le point de transformer tout le quartier en piège mortel. Et personne ne viendra les sauver. Il semble que la pause café devra attendre, parce que je vais vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire, et comment battre les gorilles tueurs de l'espace dans Attack the Block. Ces jeunes sont sur le point de découvrir qu'ils ne sont plus au sommet de la chaîne alimentaire. Tard dans la nuit, alors qu'elle rentre chez elle dans le sud de Londres, cette femme, Sam, remarque un groupe de jeunes perturbateurs qui bloquent le chemin devant elle. Sentant le danger, elle tente de les éviter en passant rapidement sur l'autre trottoir. Mais il est trop tard. Et avant qu'elle ne puisse faire quoi que ce soit, les jeunes sont déjà en train de l'encercler. Le chef du gang, un jeune orphelin nommé Moses, lui ordonne immédiatement de lui remettre ses objets de valeur. Mais alors qu'il s'empare des dernières affaires de Sam, une météorite surgit soudain dans le ciel et s'écrase sur le toit d'une voiture garée à quelques mètres d'eux. Voyant là une occasion à saisir, Sam se lève et s'en va avant que les jeunes ne soient à nouveau sur pied. Mais Moses dit aux autres de la laisser partir, tournant son attention vers la voiture détruite. Après avoir regardé autour de lui pour s'assurer que personne ne l'observe, il décide de jeter un coup d'œil rapide à ce qu'il y a à l'intérieur. Mais comme vous pouvez le deviner, c'est là sa plus grosse erreur. Alors qu'il fouille la boîte à gants à la recherche d'un objet digne d'être volé, il est soudain attaqué par une créature pâle et sans yeux, ressemblant à un primate, qui s'élance vers lui depuis le sol. Moses recule rapidement, déconcerté et terrifié. Mais avant qu'il n'ait eu le temps de s'expliquer, la créature saute par la fenêtre cassée et le plaque dans la rue, lui lacérant le visage de ses griffes acérées comme des lames de rasoir. Il plonge sa main dans sa poche et parvient à repousser la créature en la poignardant sur le côté avec son couteau à cran d'arrêt. Et le groupe regarde la créature s'enfuir par un trou dans la clôture, en direction d'un parc voisin. Ses amis sont occupés à faire des blagues, mais au lieu de trouver ça drôle, Moses décide de se venger. Les garçons poursuivent la créature jusqu'à ce qu'ils la trouvent cachée dans un abri sur le terrain de jeu voisin. Et le numéro 2 du groupe, Pest, lance rapidement quelques pétards pour l'étourdir. Une fois la créature acculée, Moses se précipite, suivi des autres garçons. Et après une petite bagarre, ils sortent victorieux tenant le corps mou de la créature sur un bâton. Les garçons se demandent encore ce que ça peut être, mais Pest se rend compte qu'il doit s'agir d'une sorte d'envahisseur extraterrestre. Ils commencent à fêter l'événement en pensant qu'ils viennent de tuer la seule créature de son espèce qui menaçait leur quartier. Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que d'autres extraterrestres ne tarderont pas à débarquer. Ok, on dirait que cet extraterrestre s'est écrasé au mauvais endroit. Ces gamins sont l'incarnation vivante de ce tweet qui disait il y a quelques années « Mes amis et moi aurions tué E.T. à coups de marteau ». Ça, je peux vous le garantir. Et honnêtement, j'aime bien leur style. Cette chose a traversé toute la galaxie juste pour se faire botter le cul par le premier groupe d'adolescents qui a croisé son chemin. Et c'est exactement le genre d'efficacité impitoyable pour laquelle des jeux comme Halo et Helldivers nous ont entraînés. Mais maintenant que le combat est terminé, prenons un peu de recul et essayons de comprendre ce qui s'est passé ici. Examinons tout d'abord les caractéristiques et le comportement de la créature, et essayons de nous faire une idée plus précise de ce à quoi nous sommes confrontés. La première chose que vous remarquerez est sa peau pâle avec des plaques de fourrure blanche, ce qui la fait ressembler à une sorte de primate gris mélangé à un xénomorphe. La créature ne semble pas avoir d'yeux, de narines, ni même d'oreilles. Au lieu de ça, la seule et plus proéminente caractéristique de son visage, c'est cette mâchoire immense pleine de crocs aiguisés comme des rasoirs et long de 7 cm au moins, ce qui nous donne une idée de ce qu'elle pourrait manger. Mes chers amis, oui, ici sur la planète Terre, nous pouvons généralement classer la plupart de nos espèces animales en 3 catégories différentes en fonction de leur régime alimentaire naturel. Il y a les herbivores qui mangent des plantes, les carnivores qui mangent de la viande et les omnivores qui aiment manger un peu des deux. Et dans chaque cas, leurs dents sont spécifiquement adaptées à leurs besoins alimentaires particuliers. Chez les herbivores, nous nous attendons à voir des molaires larges et plates. Il s'agit des dents situées à l'arrière de la bouche, qui permettent de broyer et de mâcher des végétaux coriaces. Les carnivores, quant à eux, ont généralement des canines pointues et tranchantes pour déchirer la chair, et leurs molaires sont soit de forme similaire, soit parfois complètement absentes. Appliquons donc la même logique ici. Si on se fie à la formidable rangée de crocs de notre extraterrestre et à l'absence de molaires broyeuses de plantes, on peut assurément deviner qu'il s'agit d'un carnivore, et très probablement d'un prédateur, ce qui le rendrait extrêmement dangereux pour nous, les sacs de viande, pour des raisons évidentes. Mais sans yeux, sans oreilles ni narines, comment pourrait-il trouver sa proie ? La réponse à cette question pourrait se trouver dans la deuxième confrontation. Quand Moses et les garçons ont coincé la créature dans le parc de jeu, ils ont commencé leur attaque en utilisant des pétards pour l'étourdir, ce qui semble avoir été très efficace.
Les feux d'artifice produisent deux effets principaux, une lumière vive et une forte détonation. Il est difficile d'imaginer que Roger l'extraterrestre ici présent ait été étourdi par la lumière, puisqu'il semble déjà complètement aveugle. Au lieu de ça, il est fort probable que ce soit le bruit retentissant qui l'ait déstabilisé. Vous vous demandez peut-être comment c'est possible puisqu'il n'a pas d'oreilles. Bien que de nombreuses espèces comme les serpents, les poissons et les insectes n'aient pas d'oreilles externes comme vous et moi, ils ont des membranes internes spécifiquement adaptées qui leur permettent de percevoir les vibrations du sol ou de l'eau à la place, ce qui les aide à détecter leur proie et à éviter les menaces potentielles. Il est fort possible que cet extraterrestre ait non seulement une adaptation similaire, mais que ces vibrations soient le principal sens qu'il utilise pour interagir avec son environnement. Quand Pest l'a attaqué avec ses pétards, il a saturé ce sens, ce qui l'a fait paniquer et leur a offert une ouverture pour s'attaquer à lui. Ça pourrait également expliquer pourquoi il n'a pas attaqué Moses avant qu'il ne fasse plein de bruit en fouillant dans la boîte à gants de la voiture. À propos de l'attaque, parlons-en un peu. Vous pourriez accorder à cette créature le bénéfice du doute et dire qu'elle n'a agi qu'en état de légitime défense, mais je n'en suis pas si sûre. Si elle craignait vraiment pour sa vie, on s'attendrait à ce qu'elle garde une position défensive à l'intérieur de la voiture, et non qu'elle s'élance pour attaquer Moses alors qu'il a déjà reculé. De plus, la créature n'a reculé qu'après que Moses lui ait infligé une blessure importante, et elle ne se serait probablement pas arrêtée avant de le tuer s'il n'avait pas riposté. Dans l'ensemble, on peut dire que la créature n'a pas peur de se battre, et s'en prendre à elle aurait pu être une terrible erreur s'il n'avait pas eu la chance d'avoir recours au feu d'artifice. Quand il s'agit d'options offensives, Marvin le Martien a peut-être laissé son pistolet à rayon à la maison, mais il a toujours ses dents menaçantes et ses griffes aiguisées comme des lames de rasoir. Et celles-ci sont utilisées sur Terre depuis 400 millions d'années, ce qui en fait une menace sérieuse en cas de combat rapproché. La créature possède également 4 pattes, ce qui veut dire qu'elle peut se déplacer comme les quadrupèdes, et ça la rend à la fois plus rapide et plus agile que les humains qui tentent de lui échapper, en particulier sur de courtes distances ou sur un terrain accidenté. Si vous vous retrouvez dans un combat avec l'un d'entre eux, le mieux est de prendre une arme qui vous permet d'attaquer tout en restant hors de portée de ses griffes, et d'utiliser des bruits assourdissants comme des feux d'artifice pour l'étourdir, ce qui devrait vous permettre de le frapper d'un coup critique. Mais avant tout ça, le mieux est encore d'essayer d'éviter la confrontation. Moïse et son gang ne vont probablement pas contacter la police après avoir agressé une femme, mais si vous êtes le premier témoin d'une invasion extraterrestre, la chose la plus responsable à faire, c'est probablement de vous mettre à l'abri et de laisser les autorités locales s'occuper de cette affaire. Un des problèmes majeurs qui se pose lorsqu'on accueille un extraterrestre de la manière traditionnelle terrienne, c'est qu'il a presque toujours des petits copains. Et c'est ce que Moses et ses potes sont sur le point de découvrir par eux-mêmes. Comme ils ne savent pas trop quoi faire de l'extraterrestre maintenant qu'ils l'ont eu, les garçons décident de l'amener à l'appartement de leur ami Ron, un gars spécial, qui est aussi passionné de chaînes de télévision sur la nature, parce qu'il pourrait peut-être leur donner quelques conseils. Moses demande à Ron s'ils peuvent le laisser dans sa chambre forte, pensant qu'il pourrait valoir beaucoup d'argent. Mais Ron répond qu'il doit d'abord demander à son patron, Gratte-Ciel. Après l'avoir examiné, Gratte-Ciel décide qu'il n'est pas vraiment intéressé par l'extraterrestre lui-même, mais il accepte que les garçons le laissent là, à condition que Moses travaille pour lui à partir de maintenant. Moses sait que ça pourrait lui attirer de gros ennuis, mais voulant impressionner ses potes, il accepte le marché en silence. Au moment où il rejoint les autres dans le salon, il remarque tout à coup des dizaines d'autres météorites comme celle qui transportait l'extraterrestre, en train de s'écraser dans les rues à l'extérieur. Ça veut dire qu'il y aura d'autres extraterrestres prêts à tuer. Les garçons se précipitent dans les couloirs, prévoyant de prendre toutes les armes qu'ils peuvent et de combattre les extraterrestres en premier. Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que ces extraterrestres-là pourraient bien être plus forts qu'eux. Ils ne tardent pas à trouver un autre site de crash dans le parc. Cette fois-ci, la météorite est différente. Un des garçons, Dennis, éclaire l'épave avec le phare de son scooter de livreur de pizza, et il remarque rapidement l'empreinte de la créature qui se trouvait à l'intérieur. À leur grande surprise, celle-ci semble beaucoup plus grande et plus dangereuse que celle qu'ils ont réussi à tuer. Mais à ce moment-là, Pogo, le petit chien de Dennis, aperçoit quelque chose sur le terrain de jeu et s'élance à sa poursuite. Tout à coup, les garçons aperçoivent ce que le chien poursuivait. Mais il est déjà trop tard. Alors qu'ils regardent au loin, une créature noire semblable à leur première victime, mais 2 fois plus grande, saute du haut de l'aire de jeu et ne fait qu'une bouchée du pauvre Pogo avant de tourner son attention vers eux. Tout ce qu'ils peuvent voir dans l'obscurité, ce sont les mâchoires d'un bleu radioactif de l'extraterrestre qui s'ouvrent tandis qu'ils poussent un rugissement aigu dans leur direction. Et ils se précipitent vers les appartements, réalisant que pour une fois, il y a quelque chose d'encore plus dangereux qu'eux dans le quartier. Ok, ça veut dire que Moses et les garçons viennent officiellement de rencontrer les renforts. Mais celui-là a l'air d'être légèrement plus que ce qu'ils peuvent gérer. Ils ont peut-être eu les yeux plus gros que le ventre cette fois-ci.
Décortiquons donc la rencontre pour voir ce que nous pouvons apprendre sur ces nouvelles créatures avant que ce ne soit elles qui finissent par nous croquer à notre tour. Tout d'abord, il faut parler du choix de leurs armes. Bien sûr, un bon fusil est très utile, mais en tant qu'adolescents vivant à Londres, nous devons prendre en considération les types de moyens offensifs auxquels ils ont vraiment accès. Des battes et des épées auraient certainement fait l'affaire s'ils n'avaient eu à affronter que d'autres de ces créatures nues ressemblant à celles de Mora. Mais maintenant que les gros bras sont là, ils vont avoir besoin d'une plus grande puissance de feu, ou d'une stratégie qui leur donnera l'avantage dans un combat. Bien qu'ils soient manifestement plus grands et plus forts, on peut supposer qu'ils disposent d'adaptations sensorielles similaires à celles du plus petit. Ça veut dire que les pétards seront probablement leur outil le plus utile pour les étourdir ou les blesser. Dès qu'une créature se présente, il faut rapidement lancer un pétard dans sa direction, puis l'attaquer et commencer à s'enfuir pendant qu'il est encore désorienté. En parlant de désorientation, nous en arrivons à l'apparence physique de l'extraterrestre. Contrairement à l'extraterrestre pâle et nu que nous avons rencontré la première fois, celui-ci est recouvert d'une fourrure noire d'encre qui absorbe presque toute la lumière qui l'atteint, ce qui le rend presque invisible à l'œil nu, surtout dans l'obscurité. Ça va les rendre encore plus difficiles à combattre, parce que votre cerveau va faire des heures supplémentaires juste pour essayer de traiter ce que vous regardez, et vous pourriez facilement être pris par surprise si vous n'êtes pas assez vigilant. Pour y remédier, la chose la plus simple à faire est d'essayer de limiter les rencontres avec ces créatures à des endroits plus éclairés, comme dans les rues de la ville ou près de l'immeuble où on habite. J'envisagerais également d'essayer de trouver une lampe de poche puissante pour m'aider à les repérer dans l'obscurité, ou même d'essayer de les éclabousser avec de la peinture de couleur vive pour les rendre plus faciles à voir. Contrairement à leur fourrure, leur mâchoire semble présenter une forme de bioluminescence naturelle. Bien que nous ne sachions pas exactement pourquoi ils ont développé cette adaptation, nous pouvons nous inspirer de quelques espèces qu'on trouve sur Terre pour nous faire une idée. Une des utilisations courantes de la bioluminescence est la communication au sein d'une espèce donnée, parce qu'elle est utilisée pour des comportements tels que les parades nuptiales ou les signaux d'agression. Mais sans yeux pour voir, il est peu probable que leur mâchoire incandescente soit destinée à communiquer entre elles. Au lieu de ça, elles pourraient être utilisées dans le cadre d'une autre stratégie de survie, en attirant ou en déroutant leur proie. Dans les profondeurs les plus sombres de l'océan, il existe une famille de créatures terrifiantes, les poissons-dragons, qui sont l'une des choses les plus proches d'une forme de vie extraterrestre sur Terre. Certaines espèces de poissons-dragons utilisent leurs organes bioluminescents pour produire des éclairs de lumière. Ça veut dire qu'ils effraient et déroutent le malheureux petit Nemo qu'ils voudraient bien dévorer. Il est possible que ces extraterrestres utilisent une stratégie similaire. Pour nous, ça veut dire que la clé pour survivre à une rencontre avec l'un d'entre eux est de ne pas se laisser distraire par ces jolies lumières, pendant que le reste de son corps presque invisible se rapprochera. De plus, ces animaux sont bâtis comme des gorilles à dos argenté. Que vous ayez des armes ou non, l'individu moyen ne sera pas une grande menace contre l'un d'entre eux en cas de combat loyal. Si vous tombez sur l'un d'entre eux, la meilleure solution est probablement de faire ce que les jeunes s'apprêtent à faire maintenant, c'est-à-dire se tirer d'ici le plus vite possible. Ils devront se serrer les coudes à tout prix, parce que non seulement l'union fait la force, mais le fait de fournir à la créature plusieurs cibles l'obligera à diviser son attention au lieu de se concentrer sur une seule personne. Et ça vous permettra d'utiliser plusieurs autres personnes comme bouclier de viande si les choses devaient vraiment devenir incontrôlables. Je l'ai déjà dit et je vous le répète. Il n'est pas nécessaire de courir plus vite que l'ours pour s'enfuir. Il suffit de courir plus vite que le gars à côté de vous. La technique de l'ami sacrifié est toujours utile quand on s'y attend le moins. Et si je devais choisir dans ce groupe un gars à jeter sous le bus, désolé Biggs, mais en tant que membre le plus jeune et le plus ringard de l'équipe, tu serais le premier sur le bio. Tout bien considéré, ils auraient dû rester dans l'appartement de Ron où ils étaient en sécurité, et laisser les autorités locales régler ce problème elles-mêmes. Mais maintenant, ils vont devoir parcourir un long chemin avant de retrouver l'abri relatif du quartier, et ils n'y arriveront probablement pas tous en un seul morceau. Terrifiés, Moses et les garçons s'enfuient immédiatement dans les rues en essayant désespérément de s'éloigner de cette abomination le plus vite possible. Les extraterrestres ne sont pas les seuls à vouloir leur peau, parce qu'ils sont tout à coup repérés par un fourgon de police transportant la femme, Sam, qu'ils avaient agressée plus tôt dans la nuit. Tandis que quelques garçons retournent sur le trottoir, Moses prend un virage dans la rue pour tenter de les distraire. Mais dans le chaos, il finit par faire une chute avec son vélo et est rapidement arrêté par les officiers. Les autres regardent Moses se faire menotter et fouiller depuis une passerelle surélevée. Mais l'extraterrestre l'a retrouvé lui aussi et il se dirige lentement vers le fourgon de police sans que les autres ne s'en aperçoivent. Un autre extraterrestre apparaît sur les toits et commence à en descendre. Au moment où un des officiers charge Moses à l'arrière et ferme la porte, les extraterrestres les attaquent tout à coup, lui et son partenaire, déchiquetant les deux hommes et aspergeant les vitres de leur sang avant même qu'ils n'aient eu le temps de comprendre ce qui se passait. Sam grimpe à l'arrière du véhicule en panique alors que les deux créatures bondissent sur le toit, bien décidées à pénétrer à l'intérieur et à les emmener à l'extérieur, elle et Moses.
Les parois minces du fourgon de police ne résisteront pas longtemps. Mais à ce moment-là, Pest allume un énorme feu d'artifice et le lance dans la rue en contrebas. Et il s'arrête directement sous le fourgon. Utilisant les lumières, la fumée et le bruit comme diversion, Dennis saute sur son scooter et descend à toute vitesse jusqu'au véhicule où Moses et Sam sont toujours piégés. Il parvient à pénétrer à l'intérieur juste au moment où l'un des extraterrestres se jette sur lui, mais il lui claque la porte au nez et libère Moses juste à temps. Heureusement pour eux, les officiers ont laissé les clés sur le contact, et les garçons s'enfuient rapidement, avec Sam toujours à l'arrière, évitant de justesse les extraterrestres et disant aux autres de les rejoindre dans un parking à proximité. Dennis se ferait un chemin à travers les rues jusqu'à leur point de rencontre, mais juste au moment où il tourne le coin pour entrer dans le garage, il percute tout à coup la voiture de gratte-ciel, détruisant complètement l'avant des deux véhicules. Pensant qu'il vient d'avoir un accident avec la police, Gratte-ciel commence immédiatement à paniquer et il tente de s'enfuir. Mais son attitude change complètement quand il réalise qui conduit réellement le fourgon. Les garçons décident de laisser partir Sam, mais ils doivent encore s'occuper de Gratte-ciel qui n'est pas content du tout. Pest s'avance et tente désespérément de s'expliquer, insistant sur le fait qu'il s'agit d'un malentendu et que les extraterrestres sont toujours à leur trousse. Mais Gratte-ciel refuse de les écouter, convaincu qu'il cherche à le tuer et à prendre le contrôle du quartier. La dispute manque de se terminer par un combat à mort, mais c'est alors que Gratte-ciel voit une des créatures descendre du plafond et se cacher derrière sa voiture. N'étant toujours pas convaincu, il ordonne à son homme de main d'aller voir ce qu'il en est. Mais quand il jette un coup d'œil derrière le coffre, la créature n'est plus là. Tout à coup, l'extraterrestre s'élance sur lui depuis l'ombre hors de vue et le plaque contre le mur, lui arrachant la gorge avant même qu'il ne se rende compte de ce qu'il a frappé. Gratte-ciel ouvre immédiatement le feu, vidant son arme sur la créature, et la tuant tandis que Moses et les autres fuient la scène. D'après ce qu'il entend, il y en a d'autres en route, alors il saute rapidement derrière le volant et fait marche arrière avant que les renforts n'arrivent. Ok, les choses vont de plus en plus mal pour Moses. Ils vont avoir de gros ennuis maintenant s'ils se font prendre. Et encore, s'ils ont la chance de ne pas être tués par un des extraterrestres avant. Après ce qui vient de se passer dans le parking, nous savons que même ces grands aliens peuvent être tués avec des armes standards. Et nous avons aussi la confirmation qu'ils ne sont pas amicaux. Au cas où il y aurait encore eu un doute à ce sujet après ce qui est arrivé à ce pauvre petit pogo. Aussi résistants que soient ces jeunes, ils ne pourront pas affronter une invasion d'extraterrestres à eux seuls. Ce dont ils ont besoin maintenant, c'est d'un endroit sûr où se cacher en attendant que tout ça se termine. Et j'ai quelques idées. Mais d'abord, revenons un instant sur l'attaque du fourgon de police. J'avoue qu'il aurait peut-être été plus prudent pour Moses de prévenir les policiers quand il a vu l'extraterrestre s'approcher de la camionnette. Mais s'il l'a utilisé dans le cadre de sa stratégie d'évasion, alors ça a bien marché. Nous voyons ici un autre exemple de feu d'artifice utilisé à bon escient pour distraire les extraterrestres. À l'avenir, ils voudront probablement utiliser les feux d'artifice à chaque rencontre. Ils devront donc toujours en avoir un à portée de main au cas où ils auraient besoin de s'enfuir rapidement. Nous savons également que les créatures ne sont pas assez fortes pour traverser facilement le flanc d'un fourgon de police. Vu que Dennis a pu en repousser un en claquant simplement la porte avant qu'il ne puisse entrer, ils auraient probablement pu passer à travers la vitre. Mais ils ne semblaient pas avoir l'intelligence de tester la structure pour trouver le meilleur point d'entrée. Ils préfèrent prendre le chemin le plus direct vers leur cible chaque fois qu'ils le peuvent. Ça signifie que le meilleur abri devra avoir des murs épais pour les retenir, ainsi que pour limiter leurs angles d'attaque potentiels. Et il y a au moins un endroit dans la ville où les adolescents pourraient se rendre, qui couvre ces deux aspects. C'est l'appartement de Ron. Comme il se trouve tout en haut de la tour, il pourrait installer des pièges et d'autres défenses le long des escaliers et des fenêtres, parce que ce sont les deux seules directions d'où les extraterrestres pourraient venir. Le plus dur sera d'y arriver sans finir en nourriture pour extraterrestres. Mais Ron peut aussi les aider à cet égard. Il est là-haut, dans la suite du penthouse, avec ses jumelles et une vue dégagée sur la ville à des kilomètres à la ronde. Les garçons peuvent donc l'utiliser comme vigie pour leur indiquer les zones où l'activité extraterrestre est la plus intense, les zones à éviter et les avertir s'il aperçoit Gratte-ciel, puisque ce dernier veut les tuer lui aussi maintenant. Ils devront faire profil bas et éviter d'être repérés le plus longtemps possible. Mais dès que les aliens réapparaîtront, il faudra les frapper avec les feux d'artifice et ne pas s'arrêter de courir jusqu'à ce qu'ils soient de retour à l'abri dans l'immeuble. S'ils se retrouvent coincés, il n'est pas impossible qu'ils parviennent à en éliminer un, à condition de travailler ensemble. Mais la bataille ne sera pas facile, loin de là. La meilleure solution est donc de se tenir à l'écart de toute confrontation à partir de maintenant, à moins qu'ils n'aient vraiment pas d'autre choix. Les garçons se regroupent dans un garage voisin où ils parviennent à couper les menottes de Moses à l'aide d'une pince coupante. Moses réfléchit et décide que leur seule option est de retourner à leurs appartements et de faire comme si rien de tout ça n'était arrivé. Mais avec les extraterrestres qui rôdent encore dans les rues, ça ne va pas être facile.
Ils ont besoin d'un moyen de transport. Ils enfourchent donc leur vélo et leur scooter et commencent à remonter vers le quartier aussi vite qu'ils le peuvent. Les garçons tiennent à peine 5 minutes avant que les créatures n'apparaissent et ne se mettent à les poursuivre, les obligeant à se séparer pour tenter de s'échapper. 2 d'entre eux, Jérôme et Biggs, tentent de s'enfuir à pied en empruntant un escalier pour rejoindre un des passages surélevés. Mais un extraterrestre leur coupe rapidement la route, effrayant Jérôme qui trébuche dans les escaliers. Puis ils se retournent pour suivre Biggs à la place. Coincé entre 2 créatures, Biggs est forcé de sauter par-dessus la rampe pour atteindre un autre escalier, réussissant de justesse à s'enfuir. Mais les créatures sont toujours à ses trousses. Il saute sur le toit d'une voiture, redescend au niveau de la rue et se réfugie dans une benne à ordures vide. Il est pris au piège et n'a nulle part où aller. Mais au moins, il est en sécurité pour l'instant. Le reste des garçons arrive à l'immeuble au moment où les créatures se rapprochent. Seul Pest est encore à l'extérieur, et un des extraterrestres le suit de près. Il arrive à l'immeuble juste à temps. Mais alors qu'ils tiennent la porte fermée, une des créatures s'écrase à travers la vitre et lui mord méchamment la jambe. Pest parvient à le repousser avec sa batte, mais il est gravement blessé. Les autres garçons le traînent alors à l'intérieur, au moment où d'autres extraterrestres commencent à faire irruption. Portant Pest dans les couloirs, les garçons finissent par tomber sur qui d'autre que la femme Sam, qui essaie désespérément d'entrer dans son propre appartement. Elle n'a pas l'intention de s'occuper à nouveau de ces 4-là, mais avant qu'elle ne puisse fermer la porte à clé, Moses se précipite vers elle et force l'entrée. Les jeunes allongent rapidement Pest sur son canapé, tandis que Sam se réfugie dans sa chambre et en ressort en brandissant une guitare, prête à se défendre. Voyant ça, les garçons se contentent de rigoler. Jérôme expliquant qu'ils ont franchement d'autres chats à fouetter actuellement que de se battre entre eux. C'est alors que Dennis se souvient que Sam est infirmière. Mais elle n'est pas très enthousiaste à l'idée de les aider, et elle leur dit que même si elle le voulait, Pest doit être examiné à l'hôpital avant que sa blessure ne s'infecte. De plus en plus frustrée, Moses lui fait comprendre que ce n'est pas une question. Sam n'a pas d'autre choix, et elle accepte à contre-cœur de voir ce qu'elle peut faire. À ce moment-là, tout le monde devient silencieux en entendant le bruit de quelque chose qui gratte à la porte de l'appartement. Moses saisit la batte et va jeter un coup d'œil, et il voit que l'un des extraterrestres s'acharne sur le Judas pour essayer de forcer l'entrée. Effrayé, il ferme rapidement la porte et recule dans la pièce, prêt à se battre. Mais la créature traverse tout à coup la baie vitrée et pénètre directement dans la cuisine de l'appartement. Alors que le reste du groupe reste en retrait terrorisé, Moses troque sa batte contre l'épée de samouraï de Dennis et saute par-dessus le canapé, se plaçant sur le côté alors que l'extraterrestre tente de le mordre et enfonçant sa lame dans le sommet de son crâne. En un instant, la créature s'effondre sans vie sur le sol. Et Sam réalise avec horreur que ce qu'ils ont essayé de lui dire à propos de l'invasion extraterrestre était vrai. Le combat terminé, les autres se rassemblent pour examiner le corps. Contrairement au premier, celui-ci a la taille d'un humain et est recouvert d'une épaisse couche de fourrure noire, de sorte qu'il ne reflète pas vraiment la lumière. Pendant qu'ils sont distraits, Sam tente une nouvelle fois de s'enfuir. Mais elle s'arrête en entendant une armée de créatures hurler quelque part à l'abri des regards. Et elle décide à regret qu'elle préfère rester avec Moses et les garçons finalement. Dennis n'est pas très enthousiaste à l'idée de prendre une passagère inutile, mais après avoir réfléchi, Moses dit à la femme de prendre une arme, ce qui lui permet de rester avec le groupe, pour l'instant. Ok, on dirait que Moses vient de montrer à ses voyous comment on fait. Le seul problème, c'est qu'il n'y a qu'un seul extraterrestre en moins, et qu'il reste une pluie de météorites entière à affronter. Ils ne vont pas avoir la chance de les combattre à 1 contre 1 à chaque fois. Prenons donc une minute pour analyser cette rencontre et voir quel type de stratégie nous pourrions mettre en place pour la prochaine. S'il y a une chose que nous pouvons retenir de ce combat, c'est que l'épée fonctionne bien quand il s'agit de mettre ces monstres hors d'état de nuire. Dennis en avait 2 de plus au-dessus de son lit. Alors s'ils ont l'occasion de repasser devant son appart, ils devraient se précipiter à l'intérieur et prendre les autres s'ils le peuvent. Après tout, ça ne fait jamais de mal d'avoir un katana de secours si un seul katana ne coupe pas suffisamment. Je sais que Pest était désorienté et qu'il a failli perdre sa jambe, mais il a manqué une belle occasion d'utiliser ses feux d'artifice pour étourdir l'extraterrestre. La prochaine fois, il faudra ouvrir le combat avec des explosifs. De cette façon, ils pourront effectuer un tir critique sans mettre leur vie en danger. Pour une raison que nous ignorons, ces créatures semblent bien décidées à s'en prendre à Moses et aux garçons au lieu de qui que ce soit d'autre en ville. Mais pourquoi ? Jérôme a posé une question importante quand il s'est demandé comment les extraterrestres avaient pu les trouver ici parmi les 160 autres portes du quartier. Et la réponse à cette question pourrait nous aider à comprendre ce qui se passe. Dans la nature, les prédateurs utilisent souvent presque tous leurs sens quand il s'agit de traquer une proie. Mais dans ce cas, il y a quelques sens que nous pouvons immédiatement exclure. Tout d'abord, l'absence de leurs yeux prouve que les extraterrestres ne les suivent pas grâce à leur vue.
Nous savons déjà qu'ils se fient beaucoup à leur sens de l'ouïe. Mais la réponse n'est probablement pas le son cette fois-ci, parce qu'il y avait beaucoup d'autres bruits qui pouvaient les distraire. Ça veut dire que les extraterrestres n'avaient aucun moyen de déterminer quelles vibrations dans ce gigantesque bâtiment proviennent de Moses et de ses amis en particulier. Il ne nous reste donc qu'une seule option, l'odorat. Les humains dégagent une odeur. Mais saviez-vous que chacun d'entre nous a une odeur qui lui est propre ? Tout comme vos empreintes digitales, vous avez une odeur spéciale qui vous appartient et qui n'appartient qu'à vous. Et il y a de fortes chances que ce soit la raison pour laquelle les extraterrestres ont réussi à localiser le groupe parmi toutes les pièces de cette tour. Si je devais faire une hypothèse, je dirais qu'il est possible qu'il ait senti l'odeur de peste quand il lui a mordu la jambe dans le hall d'entrée. Pour contrer ça, je suggérerais à tout le monde de se laver rapidement et de trouver des vêtements neufs. Il n'y a aucune garantie que ça fonctionne, mais au moins, c'est un début. Sinon, il pourrait essayer de se couvrir de l'odeur du mort, pour voir si ça fait fuir les autres extraterrestres. L'appartement de Sam n'étant plus une option, la seule chose qui reste à Moses et à l'escouade est de prendre toutes les armes qui leur tombent sous la main et d'essayer de trouver une autre pièce sûre quelque part plus haut dans la tour. Il est temps de s'armer et peut-être même de construire des boucliers avec des portes bloquées par des armoires. Parce que c'est à eux de se protéger maintenant, jusqu'à ce que les Men in Black ou le Master Chief interviennent enfin pour mettre fin à l'invasion. Les garçons montent à l'étage de l'appartement de leur amie Tia en espérant que sa porte de sécurité et ses effectifs supplémentaires les mettront à l'abri. Au moins pour un temps. En chemin, ils réussissent à joindre Biggs, qui dit être toujours coincé dans la benne à l'extérieur. Avec les aliens qui envahissent le bâtiment, il n'y a aucun moyen de les rejoindre pour l'instant. Alors ils lui disent de tenir bon jusqu'à ce qu'il trouve un nouveau plan. L'amie de Tia ouvre la porte et refuse de les laisser entrer, parce qu'elle voit bien qu'il y a un problème. Mais Tia lui coupe la parole et dit au garçon d'entrer. En jetant un coup d'œil par la fenêtre, Pest se rend compte que l'activité policière à l'extérieur n'est pas aussi importante que ce à quoi on aurait pu s'attendre dans le cas d'une invasion extraterrestre à l'échelle nationale. A priori, ça signifie que les attaques ne se produisent que dans les environs immédiats. À ce moment-là, Tia décide de jeter un coup d'œil par la fenêtre, et elle remarque immédiatement deux des créatures qui s'accrochent à la façade de l'immeuble, de l'autre côté de la vitre. En un instant, tout le monde panique en voyant les extraterrestres faire irruption à l'intérieur, et ils courent se réfugier à l'autre bout de l'appartement, tandis que l'un d'entre eux plaque Dennis au sol. Moses tente d'aider son ami, mais un autre extraterrestre se précipite et lui coupe la route. Avant que quiconque ne puisse le sauver, l'extraterrestre arrache la tête de Dennis et l'envoie voler à travers l'appartement, le tuant brutalement sous les yeux des autres. Maintenant, les créatures se tournent vers Moses, qui, en infériorité numérique, est coincé derrière le canapé. Réfléchissant rapidement, Tia casse une lampe et utilise le fil exposé pour tenter d'électrocuter un des extraterrestres, et il la poursuit jusque dans la chambre, tandis que l'autre reste pour s'occuper de Moses. Voyant sa chance, il saute de derrière le canapé et lève son épée, mais celle-ci se plante dans le mur alors qu'il la tient au-dessus de sa tête. Moses n'a plus rien à perdre, mais à la dernière seconde, Sam s'interpose et poignarde la créature en plein dans la mâchoire inférieure, tuant l'extraterrestre et lui sauvant la vie. Pendant ce temps, Tia et son ami parviennent à abattre la deuxième créature à l'aide d'un patin à glace, la tuant in extremis sans subir la moindre blessure. Pour l'instant, le combat semble terminé, mais il ne faudra pas attendre longtemps avant qu'un autre groupe d'extraterrestres ne les traque. Ok, bon sang, c'est un coup dur pour Dennis. On aurait pu penser que si quelqu'un était en sécurité ici, ce serait le seul gars qui portait un casque. Mais je suppose que ce n'est pas le cas cette fois-ci. Le pire, c'est que ce pauvre garçon aurait pu survivre si ses amis l'avaient soutenu. Ils auraient pu se regrouper et attaquer en même temps. Ou même lancer quelque chose pour attirer l'attention de l'extraterrestre, pour l'empêcher de se concentrer uniquement sur lui. Mais le pauvre Dennis a été décapité avant que qui que ce soit d'autre ne se décide à intervenir. Et si j'étais lui, mon fantôme sans tête serait furieux. Maintenant, il faut souligner qu'après en avoir fini avec Dennis, les aliens s'en sont pris spécifiquement à Moses, et à personne d'autre, à moins qu'ils ne les aient attaqués directement en premier. Ça montre qu'ils se concentrent sur Moses pour une raison particulière, et même s'ils ne savent pas encore pourquoi ni comment y remédier, ça leur donne une bonne occasion de l'utiliser comme appât quand il le faudra. Pensez-y de cette façon. Les extraterrestres s'intéresseront toujours à Moses en premier. Ça donne donc à tous les autres la possibilité de tenter un coup fatal librement, comme l'a fait Sam. Il suffit de faire en sorte que ça marche en essayant d'organiser la situation de manière à combattre les extraterrestres de façon contrôlée. Cette stratégie, combinée à des feux d'artifice, pourrait bien faire l'affaire si vous devez en affronter plusieurs. Dites qu'un groupe d'extraterrestres envahit le toit et utilisez un feu d'artifice pour les étourdir, puis demandez à tout le monde de porter leur attaque librement. Ils peuvent potentiellement éliminer des pièces entières remplies de ces monstres en une seule fois. Quoi qu'il en soit, il ne faut jamais chercher la bagarre, mais si elle se présente, il n'y a pas de mal à utiliser tous les avantages dont on dispose pour s'assurer que le plus grand nombre possible de personnes s'en sortent vivantes.
Les filles se rassemblent et accusent Moses d'être responsable de ce qui se passe, disant que les extraterrestres doivent s'en prendre à lui pour se venger d'avoir tué le premier plus tôt dans la nuit. Comme d'autres aliens arrivent, ils sont obligés de retourner en courant dans le couloir, quand tout à coup, Gratte-Ciel apparaît dans l'ascenseur et commence immédiatement à tirer. Les garçons parviennent à s'échapper juste au moment où un des aliens enfonce la porte et poursuit Gratte-Ciel et ses sbires jusqu'à l'ascenseur. Et seul Gratte-Ciel en sort vivant à la fin. Quand l'ascenseur s'arrête enfin, ce gamin Bruce s'apprête à partir. Mais avant qu'il ne puisse aller plus loin, Moses et les squads arrivent en trompe derrière lui. Au lieu de descendre, ils lui disent qu'ils doivent remonter jusqu'au seul endroit sûr pour eux dans tout Londres maintenant. Et c'est l'appartement de Ron. Lorsqu'ils atteignent le dernier étage, le couloir est sombre et déjà rempli d'extraterrestres. S'ils veulent atteindre l'appartement de Ron en un seul morceau, il leur faut un plan. Pest se met à couvert et tire 2 autres gros pétards, ce qui fait fuir les créatures et remplit le couloir de fumée. Moses ouvre la voie en tenant une chandelle romaine pour se frayer un chemin, tandis que les autres le suivent de près. Mais la confusion ne tarde pas à s'installer et Jérôme est attaqué par une des créatures après s'être perdu dans le brouillard. Entendant ses cris, Pest se précipite pour l'aider, mais il est trop tard et Jérôme est entraîné dans la mort au moment où Sam arrive et tire Pest vers la sécurité. Les survivants se rendent à l'appartement de Ron, pensant qu'ils sont enfin dans un endroit sûr. Mais dès qu'ils entrent, ils y retrouvent Gratte-Ciel qui les attend déjà. Il est furieux et il accuse Moses d'être responsable de tout ce qui se passe. Mais quand il est sur le point d'appuyer sur la détente, les autres remarquent des douzaines de créatures qui les regardent à travers la fenêtre. Gratte-Ciel fait un tour sur lui-même, donnant aux autres une chance de s'échapper dans la pièce sécurisée pendant qu'il est distrait. Avant qu'ils ne puissent faire de même, les extraterrestres déferlent dans l'appartement et déchiquettent aussi le jeune homme. Maintenant qu'ils sont en sécurité dans la pièce du fond, Moses commence à regretter son geste. Après la mort de 2 de ses amis et la présence d'une armée d'extraterrestres à leur porte, il regrette qu'il ne soit pas resté à la maison pour jouer aux jeux vidéo comme le voulait Biggs depuis le début. Le cœur brisé, il s'excuse enfin auprès de Sam de l'avoir volée, disant qu'il ne l'aurait jamais fait s'il avait su qu'elle vivait dans les appartements. Mais elle n'est toujours pas prête à faire une trêve. C'est alors que Moses entre dans la lumière UV pour examiner à nouveau la créature qui a déclenché tout ce cauchemar. Et d'un coup, Pest fait remarquer que sa veste est recouverte d'une sorte d'étrange substance luminescente. Bruce a alors une idée. Se remémorant ce qu'il a appris en cours, il imagine que cette substance pourrait être une sorte de phéromone d'accouplement utilisée par la femelle de l'espèce pour attirer les mâles. Quand Moses l'a tué, il s'est retrouvé couvert de cette substance chimique, ce qui explique pourquoi les extraterrestres semblent le poursuivre lui spécifiquement et ignorer presque tous les autres, tant qu'ils ne se mettent pas en travers de leur chemin. Ok, la vérité fait mal, n'est-ce pas? Je suppose que maintenant nous savons ce qui a attiré l'attention de ces aliens. Et je déteste dire ça, mais Moses, on dirait que tu as bien merdé. Nous allons faire court, parce que je vois que tu as déjà compris ce que je veux dire. On dit que si vous n'êtes pas prêt à purger votre peine, vous ne devez pas commettre le crime. Mais je pense que personne ne s'attendait à ce que ça s'applique également aux invasions extraterrestres. Je comprends l'envie de battre ce petit monstre à l'apparence de Gollum, surtout après ce qu'il a fait à ton visage. Mais maintenant, Jérôme, Denis et même Pogo sont tous morts, et on ne peut pas nier que c'est à cause de ce que tu as fait. Après une nuit de crime réussie et après avoir failli être tué par la chute d'un rocher spatial, tu aurais pu t'arrêter là et rentrer chez toi. Mais tu as décidé de t'en prendre à toute une espèce extraterrestre, et tes pauvres amis ont fini par être pris entre 2 feux. Maintenant, n'importe lequel d'entre eux aura de la chance s'il s'en sort vivant. Et si c'est le cas, il devra encore faire face à la police. Je t'aime bien, Moses, mais quand tu finis par impliquer accidentellement tes amis dans une guerre de territoire extraterrestre, il n'y a qu'une chose à dire, Moses. Tu as merdé. Pour ce qui est de la stratégie, ils savent maintenant ce qui attire les aliens. Ils pourraient peut-être se contenter de jeter la femelle morte par la fenêtre vite fait, en espérant que les autres la suivront. Mais Moses est sur le point de proposer un plan qui va tout changer. Après mûre réflexion, Moses se rend compte que cette phéromone pourrait être la solution pour vaincre les extraterrestres. Et il a un plan maintenant. Comme Sam n'a pas été touché par le produit chimique, il décide de l'envoyer en premier pour allumer tout le gaz dans son appartement. Moses prévoyant de la suivre et de déclencher le piège une fois qu'elle aura réussi à s'éloigner à bonne distance. Nerveuse, Sam sort prudemment dans le salon et tout l'appartement est envahi par les extraterrestres maintenant. Jusqu'à présent, tout va bien. Elle parvient à descendre sans encombre jusqu'à l'appartement de Moses et y pénètre. Moses lui parle au téléphone et lui demande d'allumer la cuisinière pour remplir l'appartement de gaz, puis de sortir de l'immeuble aussi vite que possible.
Une fois que c'est fait, il saisit une épée et avec la créature femelle morte attachée à son sac à dos, il se précipite vers l'étage inférieur en utilisant des feux d'artifice comme distraction. Moses saute par-dessus les créatures et s'élance dans la cage d'escalier avec la nuée entière d'aliens à seulement quelques centimètres derrière lui. Dès qu'il atteint l'appartement, il jette la créature morte dans la cuisine, se recule jusqu'à la fenêtre et utilise un dernier feu d'artifice pour faire exploser tout l'appartement, tuant les extraterrestres dans un brasier et réussissant à survivre en s'accrochant à un drapeau suspendu au balcon. Quand ils entendent l'explosion, Pest, Bruce et Ron sortent de l'appartement prêts à en découdre. Malheureusement pour eux, il ne s'agit que de la police. Au final, les garçons sont tous arrêtés pour leurs nombreux crimes, à l'exception de Biggs, qui a réussi à ne pas se faire prendre. Les officiers demandent à Sam de les balancer, mais elle insiste sur le fait que Moses et les garçons lui ont vraiment sauvé la vie. Depuis l'intérieur du fourgon de police, Moses et Pest entendent tout le quartier scander son nom, sachant que c'est lui qui les a sauvés d'une invasion d'extraterrestres. Ils n'ont peut-être pas réussi à s'en sortir, mais les garçons ont appris une précieuse leçon. Si jamais vous trouvez une espèce extraterrestre dans le parc, laissez quelqu'un d'autre s'en occuper et rentrez plutôt chez vous pour jouer à FIFA. Ok les gars, qu'est-ce que vous auriez fait? Personnellement, si j'étais en train de traîner avec mes potes et qu'une bande de gorilles de l'espace sortait de nulle part et commençait à foutre le bordel dans le quartier, sachez que je prendrais les armes parce que je ne laisserais certainement pas des zombies s'emparer de mon quartier, compris? Maintenant que j'ai dit tout ça, dites-moi dans les commentaires ce que vous auriez fait. Comme toujours, merci d'avoir regardé. Et si vous voulez voir d'autres vidéos comme celle-ci, ne cherchez pas plus loin que la playlist de Comment battre. Moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Et d'ici là, passez une excellente journée!